Dans un quartier populeux au cœur de Dakar, vivait Aïcha, une jeune fille de 20 ans. Belle, intelligente et gentille, elle n'avait que 13 ans lorsque ses parents périrent dans un grave accident, laissant derrière eux un vide immense et glacé. Sa tante, Fanta, une femme au visage sévère et aux mots tranchants, la recueillit. Mais non par amour, seulement pour hériter de ce qui appartenait à Aïcha. Dès le premier jour, la jeune fille comprit que sa vie allait devenir un enfer. Chaque matin, Fanta lui imposait des tâches impossibles. Nettoyer la cour, faire la lessive au bord du puits, préparer le repas pour une famille qui la considérait comme une intruse. Elle ne mangeait que les restes, s'il y en avait. Les enfants de Fanta la repoussaient et l'insultaient, riant de sa maladresse et de sa timidité. Même le moindre sourire lui était refusé. Dans ce foyer de pierre et de colère, Aïcha vivait sous le poids d'une peur permanente. Chaque soir, elle s'enfermait dans sa chambre minuscule, recroquevillée sur elle-même, imaginant un monde où la lumière existait encore. Mais le cauchemar ne s'arrêtait jamais. Son oncle, cruel et manipulateur, profitait de son innocence dès qu'il le pouvait. Un jour, l'une des filles de Fanta l'accusa à tort de lui avoir volé de l'argent. Sa tante et ses deux filles la tabassèrent jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avant de la jeter dans la rue. Ibrahima, un jeune homme de 28 ans, beau, charmant et charismatique, revenait des États-Unis après de longues études pour prendre la tête des entreprises familiales, son père vieillissant ayant besoin de lui. Son jeune frère Youssouf, âgé de 22 ans, refusait de s'impliquer dans l'entreprise, préférant profiter de sa jeunesse et de ses sorties. Une soirée, Ibrahima sortit avec son meilleur ami Mustapha pour boire un verre. Sur le chemin du retour, il aperçut une silhouette sur la route et freina brusquement. C'était une jeune fille, ensanglantée et inconsciente. « Madame! Madame! Ça va » cria-t-il en secouant doucement Aïcha. Elle ne répondait pas. Sans hésiter, il la prit dans ses bras et la conduisit à l'hôpital. Les infirmiers prirent Aïcha en charge et bloquèrent Ibrahima à l'entrée. 2 jours plus tard, Aïcha allait beaucoup mieux. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il lui expliqua comment il l'avait trouvée. Une longue discussion s'ensuivit, mais quand il lui demanda comment elle s'était retrouvée là, elle refusa de répondre. Une semaine plus tard, après le départ du médecin, Aïcha rangeait ses affaires quand Ibrahima arriva. Ils se rendirent dans le bureau du médecin pour le remercier et obtenir quelques conseils. Dans la voiture, il lui demanda où elle vivait. Aïcha révéla la vérité sur sa tante et ses filles. Ibrahima insista pour qu'elle vienne vivre chez lui avec sa famille. Hésitante, elle accepta, ignorant que son enfer n'était pas terminé. Arrivée chez Ibrahima, Aïcha découvrit une maison spacieuse et lumineuse, aux murs blancs et aux grandes fenêtres donnant sur un jardin verdoyant. La bonne l'accueillit et alla prévenir tous les habitants pour la présenter. La famille se rassembla dans le salon, Ibrahima, Youssouf, les jumelles Anna et Asna, ainsi que maman Soda et tonton Souleymane. Ibrahima raconta comment il avait rencontré Aïcha. Tous acceptèrent sauf la mère d'Ibrahima, maman Soda. Maman Soda, une femme d'une quarantaine d'années, belle, hautaine et obsédée par le luxe, aimait se faire remarquer dans les cérémonies en distribuant de l'argent. Elle était tout l'opposé de son mari, tonton Souleymane, un homme doux, respectueux, toujours souriant. Aïcha se demandait souvent comment il supportait une femme aussi dure. Une fois les invités partis, il ne restait qu'Aïcha et les jumelles Anna et Asna, 19 ans. Leur grande sœur, Zara, étudiait la médecine en Chine et devait rentrer cette année. Le lendemain matin, Aïcha remercia Dieu d'avoir trouvé une famille, tentant d'oublier celle qui l'avait maltraitée. Après sa routine, la bonne lui demanda de descendre, le petit déjeuner était servi. Elle trouva toute la famille réunie. Tout le monde la salua gentiment, sauf maman Soda qui la fixait froidement. Après le repas, Ibrahima lui tendit sa carte bancaire pour aller acheter des vêtements avec les jumelles. Il lui promit aussi un téléphone à son retour. Quand les autres montèrent, Aïcha resta pour aider à débarrasser. En s'approchant, maman Soda lui ordonna de s'asseoir. « Je ne sais pas ce que tu fais ici. Tu portes la poisse, c'est pour ça qu'on t'a chassé. »
À partir d'aujourd'hui, tu feras toutes les corvées. C'est clair? Oui, maman. Ne m'appelle plus jamais maman. Aïcha part en se demandant quand sa souffrance prendrait fin. Les mois passèrent et elle faisait tout dans la maison. Quand on lui demandait pourquoi, elle disait simplement qu'elle s'ennuyait. Un jour, maman Soda l'appela, voici 25 000 F achète tout pour le dîner de ce soir. Zara rentre aujourd'hui, je veux un bon dîner. À 20h, tout était prêt. La famille attendait dans le salon. Ibrahima et Youssouf revinrent avec Zara, accueillis par des rires et des embrassades. Aïcha servit le repas, tout le monde se régala. Zara distribua ensuite les cadeaux, elle en avait même pour Aïcha, avec des pulls assortis pour elles quatre. La journée se termina dans la joie et la complicité. La vie semblait plus douce. Chacun avait sa routine, les jumelles et Youssouf allaient à l'université, Ibrahima et Zara travaillaient. Aïcha et Ibrahima devinrent très proches, partageant balades, repas et moments complices. Un vendredi, la famille partit à Sali pour le week-end. Tonton Souleymane possédait une villa là-bas. Les filles voyageaient dans la voiture de Zara, tandis que les garçons étaient avec Ibrahima. Avec eux se trouvaient Mustapha, Youssouf et les jumeaux Hassan et Hussein, amis de Youssouf. Arrivés à Sali, chacun transporta ses provisions pour le week-end. La nuit, ils se retrouvèrent dans le jardin, face à la piscine, jouant à Monopoly et à Uno, riant aux éclats et taquinant les perdants. Le lendemain, les filles préparèrent le petit déjeuner tandis que les garçons s'affrontaient à FIFA. La maison vibrait au rythme des rires et des petites disputes de jeu. « Ibrahima, arrête de tricher », cria Mustapha. « Tricher comment ? Tu sais même pas défendre », répondit Ibrahima en rigolant. Dans la cuisine, l'ambiance était complètement différente, douce, calme, presque chaleureuse. Aïcha fouettait le lait pendant que Zara surveillait les œufs. La petite odeur beurrée des crêpes commençait à envahir toute la villa. « Aïcha, tu sais, hier, Ibrahima a beaucoup parlé de toi. » Aïcha releva brusquement la tête. « De moi ? Pourquoi ?» Zara sourit en coin. « Je dis juste ce que j'ai entendu. Il t'aime bien. Un peu trop même. » Aïcha sentit son cœur faire un petit bond. Elle baissa vite la tête, gênée, continuant de fouetter le lait comme si sa vie en dépendait. Zara continua, malicieuse. « C'est toi qui vois, mais je trouve que vous allez bien ensemble. » Aïcha ne répondit pas. Mais son visage parlait pour elle, ses joues avaient pris une couleur rose légère qu'elle n'arrivait pas à cacher. Quand le petit déjeuner fut prêt, Zara lui dit. « Va les appeler. » Aïcha essuya ses mains et sortit doucement de la cuisine.